Enfance, lumière du monde. Il y a dans chaque regard d'enfant une promesse, une lumière fragile, parfois vacillante, mais jamais éteinte. Et quand cette lumière est menacée par le travail forcé, la guerre, la faim, les trafics, la violence ou l'oubli, c'est toute notre humanité qui tremble. Mais la beauté, c'est que nous pouvons tous faire quelque chose. Oui, tous, même à petite échelle. Écouter, observer, protéger. Soutenir une association ou signaler un danger ou simplement parler autour de soi. Et puis, on peut agir par la joie, celle qui répare et redonne confiance. Parce qu'aider un enfant, c'est semer une graine d'avenir. Et quand on protège l'enfance, on protège la beauté même de la vie. Alors, à vous qui écoutez, je vous invite à faire ce pas, un petit pas vers la vigilance, la bienveillance ou l'engagement. Car la plus belle des résistances, c'est celle qui allume une lumière dans l'ombre. Et si nous devenions ensemble les gardiens de cette lumière? Amour, joie, agit et enfance préservée. Bienvenue dans cette émission L'éveil du Sacré-Cœur, consacrée à un thème profondément essentiel, les enfants en danger. Partie 2. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat mais vital. Un espace qui devrait être sacré, protecteur, celui de l'école, de l'instruction, de l'écriture, du harcèlement, bref, tout ce qui touche au cœur et à la sécurité de nos enfants. Nous allons tenter de comprendre ce qui aujourd'hui menace les enfants au sein même de l'école. Pour cette émission, je serai accompagnée dès l'ouverture par François Dubois qui m'honore à nouveau de sa présence tout au long du programme. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, François Dubois est vice-président de Profession Gendarme et auteur de 3 livres, Alice au pays de Lucifer, Captionnem et Comprendre la légitime défense. Plus tard, dans l'émission, 3 invités nous rejoindront. Aude Denisot, professeur de droit et auteur d'un livre « Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire ? Les ravages de la photocopieuse ». Christelle Comé, vice-présidente de l'association des Mamans Lourdes. Et Marie-Pierre Lescure, psychopédagogue, thérapeute et experte en prévention du harcèlement. Fondatrice de l'association EducAt, elle a également créé une méthode, T'as tout compris, et auteur du livre Jamais victime. N'oubliez pas, pour que nous puissions continuer à vous proposer de nouvelles vidéos, il faut vous abonner, liker et partager. Et en lien, vous trouverez le livre que j'ai écrit pour Samuel, La cagnotte Révolute, et notre mail. Pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas encore, vous pouvez aller voir la dernière vidéo spéciale Noël, Samuel, le courage de continuer. Et vous pouvez également aller voir la toute première vidéo que nous avons faite lorsque nous avons créé la chaîne. Voilà, et bien c'est parti. Bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos petits fans, ravi de vous recevoir dans cette émission spéciale L'éveil du Sacré-Cœur, et c'est la partie 2 donc, des enfants en danger. J'accueille François qui est avec nous encore aujourd'hui. Bonjour François. Bonsoir. François, ancien gendarme, officier de police judiciaire, formateur en école de gendarmerie et auteur engagé. François a écrit 3 livres. J'en ai déjà parlé, mais je vais en parler de nouveau. François, il est l'auteur de Alice au pays de Lucifer. C'est un récit qui décode les mécanismes d'ingénierie sociale et l'inversion des valeurs dans notre société contemporaine. Un deuxième livre, Captionnem, qui montre sa capacité à questionner les grandes dynamiques sociétales. Et Comprendre la légitime défense, c'est son 3e livre, un essai juridique et réflexif sur les limites et les failles du droit français. Alors, vraiment, merci François pour ta présence, ton soutien, pour la lumière que tu vas nous apporter sur un thème aussi sensible.
Et puis aussi essentiel, hein, ce qui participe à façonner nos enfants, l'école. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, nous allons commencer, comme toujours, par l'art, comme miroir. Et je vais peut-être te laisser. Si, je ne sais pas si tu veux dire un mot en plus sur tes livres, si j'ai bien décrit, parce que je les ai décrits en quelques mots, mais tu veux peut-être en parler? Disons que c'est les deux romans, donc Alice au pays de Lucifer et Captionem, sont des livres assez atypiques. Alors, Alice au pays de Lucifer, c'est à la fois un roman et un essai, donc on pourrait le qualifier de livre hybride. Il a une approche plus ésotérique, philosophique et peut-être aussi théologique, on va dire, des problématiques actuelles. Donc, il les balaye à travers le prisme de l'histoire d'Alice au pays des merveilles, en expliquant un peu le process de l'inversion des valeurs. Et l'inversion des valeurs telle qu'on la vit aujourd'hui. Et il y a un parallèle qui est fait avec la société du spectacle de Guy Debord, justement. Donc, l'illusion spectaculaire et le fait qu'on nous renvoie toujours finalement un faux attendu. Donc, on est vraiment dans le domaine illusoire. Et le monde d'Alice, c'est ça, en fait. Parce que le monde d'Alice, c'est l'illusion parfaite. C'est-à-dire que ce monde qu'on imagine complètement chaotique et sans queue ni tête est en réalité l'allégorie de notre monde. Donc il faut le comprendre, mais pour le comprendre, il faut le regarder, il faut savoir le décrypter, un petit peu comme si on le regardait dans un miroir, quoi. Voilà. Donc là, le livre, il va plus loin, il permet de voir de l'autre côté du miroir, ouais, qui est d'ailleurs le nom de la suite d'Alice au pays des merveilles. C'est pas un hasard. Et, Oui. euh, et Captionem, c'est un livre, donc c'est un roman à part entière qui est vraiment qui s'inscrit dans la trempe des 1984, Meilleur des mondes de Huxley ou autre. C'est loin d'être une redite puisqu'il utilise toutes les méthodes d'ingénierie sociale actuelles et, euh, et il transpose ça aussi au progrès technologique. Donc, c'est un livre qui permet vraiment d'aller au bout de ce qu'on peut s'imaginer de faire en matière de gouvernance. Voilà, si on supprime toutes les barrières éthiques et qu'on va jusqu'au bout des choses. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on fait, parce que on ronge petit à petit comme ça le terrain en faisant sauter les barrières les unes après les autres. Et ce que je montre un petit peu, c'est comment seraient gérés les gens si ça arrivait. Donc là encore, on retrouve un peu le caractère illusoire, parce que les gens dans cette société-là n'ont pas l'impression d'être gouvernés de façon intégralement totalitaire. Et pourtant, c'est le cas. Donc là, c'est toute la magie du système totalitaire parfait, c'est de se rendre invisible. Et malgré tout, d'avoir l'intégralité des leviers sur les personnes, des leviers d'action. Quasiment droit de vie ou de mort. Donc là, dans un monde comme Captionem, avec la monnaie qui est intégralement numérique, les CBDC, les technologies de surveillance, la gestion des fichiers, les recoupements de fichiers par IA, on ne peut plus échapper à quoi que ce soit dans ce monde-là. Mais les gens sont tellement bercés par l'ingénierie sociale qu'ils n'y voient que du feu. Donc c'est vraiment un monde qui est très déstabilisant parce que quand on lit le livre, on s'aperçoit qu'il ressemble énormément déjà au nôtre, quelque part. On ne voit pas trop la différence. Sauf que c'est une autre poussée à son paroxysme, quoi. Donc ça permet de montrer au lecteur justement s'il n'y a pas d'éveil et s'il n'y a pas de prise de conscience, où est-ce qu'on nous emmène, très clairement. Oui, et c'est pour ça que je trouve tes livres très intéressants, ces deux livres, parce que en fait, tu arrives à faire un peu le tour de la situation, si je puis dire, et tu nous emmènes vraiment dans des aventures à la fois. Et en fait, c'est tellement vrai. Enfin, voilà, on a vraiment des liens sur ce qui s'est passé avec le Covid. Et vraiment, tout est très clair, en fait. Et je trouve que vraiment, ça éveille sur pas mal de choses. Même si des gens sont passés à côté de certaines choses, tu mets l'accent sur tellement de choses. Donc, Oui, oui, oui. Puis j'invite bon, les gens à après, lire tes livres. J'invite les gens à lire tes merci, ouais. livres.
Et le troisième, tu peux peut-être en parler quand même parce que ben, c'est quand Oui, même intéressant d'en parler parce que le c'est un troisième, sujet qui nous c'est concerne un livre tous. qui, oui, qui est intéressant parce qu'il nous concerne au quotidien, mais c'est un Oui, opuscule de droit, donc c'est un petit peu différent. C'est un livre beaucoup plus petit, hein, c'est un opuscule, donc il est à 10 euros, mais ça s'appelle Comprendre la légitime défense en droit français. Et ce livre, quelque part, donc, explique dans un premier temps, du point de vue du droit pénal et de la procédure pénale, la légitime défense, le cadre légal requis, et, et- et donc ça explique aux profanes, on va dire, euh, vraiment l'état de légitime défense, ce qu'il peut faire et dans quel cadre il peut agir. En dehors de ça, il y a une réflexion aussi sur les limites de notre système et une comparaison avec son extrême opposé qui est le système américain, d'ailleurs. Et il y a une réflexion, on va dire, en termes de philosophie du droit sur notre conception de la légitime défense comparée à la conception américaine de la légitime défense, c'est-à-dire quelle est la place en fait qu'on accorde à l'individu, à l'autonomie de l'individu et à sa capacité de jugement dans le moment de l'action. Voilà. Donc, il y a d'un côté le point de vue français qui se base en fait sur les fondements du contrat social et de l'autre le modèle américain qui se base sur le fondement d'autres lois en fait qui sont héritées du droit coutumier. Et donc tout ça c'est passé un peu comment dire en analyse et mise en perspective après, dans le but de dégager un projet qui serait un nouveau projet, on va dire, de loi qui serait euh, qui donnerait en tout cas à la victime un sentiment moindre d'injustice. Parce que là, c'est ce qui ressort dans pas mal de cas de figure, hein, quand on analyse un peu tous les retours d'expérience en matière de légitime défense. Et d'ailleurs, je cite pas mal d'arrêts que ce soit de la Cour de cassation ou d'autres juridictions, pour montrer un peu, ben, voilà, il y a les attendus d'un côté et puis ce qui tombe réellement de l'autre. Et des fois, c'est vrai que c'est surprenant, quoi. Quand on voit un vieillard de 72 ans qui utilise effectivement son arme parce qu'il se sent agressé par une bande de 10 jeunes qui font du bazar la nuit au pied de son immeuble alors qu'il habite au rez-de-chaussée et que l'un d'entre eux tente de rentrer chez lui et que, pris de panique, il prend son fusil, il tire, il blesse la personne au moment où elle rentre. Forcément, il a tout faux, hein. Mais pourquoi? Voilà, il faut expliquer pourquoi il a tout faux et ça peut être compliqué au vu de certaines circonstances parce que quoi, il se sent isolé, il est vieux, il a paniqué, il a une seconde pour réfléchir. Donc tout ça, c'est compliqué. Mais en même temps, j'explique hein, dans le livre pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Voilà, mais tout en montrant les failles et ce qu'on peut apporter comme solution. Parce qu'à la fin du livre, je montre des solutions voilà, qui s'inspirent d'autres droits, d'ailleurs, à l'étranger. Alors, c'est toute la difficulté, hein, d'ailleurs, parce que nous, on a un droit romain en droit français. Donc, c'est vraiment l'application du texte, hein. Donc, c'est très difficile de rajouter des concepts comme celui de la perception raisonnable du danger aux États-Unis ou autres, voilà, qui viennent un peu changer, on va dire, comment dire, les principes fondamentaux que sont, par exemple, la nécessité, la simultanéité, la proportionnalité. Voilà, il y a des principes comme ça, si on les compare, ça chamboule tout ça. Voilà. Donc c'est une réflexion autour de tout ça, ce livre. Et je pense que c'est assez intéressant pour beaucoup de monde. Ça permet déjà d'avoir une autre vision. Je sais que pour les élèves gendarmes en particulier, ou même, enfin, je l'ai fait lire à un ami qui est professeur à l'université en droit. Il voulait en faire une étude de cas pour ses élèves. C'est très intéressant parce que ça leur permet vraiment de comprendre le cadre légal et de réfléchir dessus, d'aller plus loin. Ben, merci François et j'invite encore les gens, voilà, c'est encore un livre nécessaire en fait, parce que c'est vrai qu'à chaque fois,
à chaque livre que tu publies, en fait, tu nous amènes des solutions. Tu nous éclaires sur des choses, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, François. Bah, on va accueillir deux invités aussi exceptionnels qui nous rejoignent. Donc, j'en suis honorée. Donc, il y a Aude Denisot qui est là. Aude est Bonsoir. professeure, bonsoir Aude. Aude est professeure de droit privé et de sciences criminelles. Elle s'est penchée sur un sujet qui concerne chacun d'entre nous, la chute du niveau d'écriture chez nos jeunes. Elle est l'auteure du livre Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Les ravages de la photocopieuse. Un ouvrage aussi lucide que courageux, hein, qui analyse les causes profondes de cette dérive éducative. On peut appeler ça comme ça. Aude, voilà, encore merci d'être parmi nous et de nous offrir. Non, merci de m'avoir invitée. Je suis très honorée également. Et je précise donc que moi, je ne fais pas de droit pénal, hein, pour enchaîner D'accord. avec la conversation précédente. Oui, Bon, oui, j'ai le titre, mais je ne fais que du droit civil. d'accord, très bien. On va avoir besoin de votre expertise sur tout ça, en fait, hein, sur l'école d'instruction. J'appelle juste 2 secondes. Alors, nos petits auditeurs ont l'habitude. J'ai besoin de Samuel parce qu'on a une nouvelle invitée qui essaye de se connecter et je ne sais pas comment faire pour la faire arriver. Alors, et mon fils a disparu, bien sûr. Alors, hop, je m'excuse. Hop, peut-être. Voilà, pardon. On peut peut-être parler du livre Aude. Je vais présenter un peu avant, puisque Marie-Pierre est là et Christelle arrive. Je vais finir les présentations et comme ça, après, on attaque et je reviens. Il y a Christelle qui essaye de se connecter et j'arrive pas à la faire rentrer. C'est bon. Merci. Voilà, voilà. Voilà, comme ça, au moins, on est au complet. On est au complet. Bonjour Christelle. Bonjour Estelle. Bonsoir. Alors, j'en étais. On a fait les présentations avec François, avec Aude, et j'en étais à accueillir Marie-Pierre. J'ai un problème de son, Samuel. Excusez-moi. Je m'entends en écho. Je m'entends. Oui. C'est l'école? Je m'entends. J'ai l'écho. Il n'y a pas d'école. Ah, moi. Mais si, j'avais l'écho. Et Bon. Alors, Marie-Pierre. Marie-Pierre. Et également, alors, vous êtes, je m'excuse, je m'embête, c'est tout le monde qui est arrivé et je fais des bêtises. Alors, oui, alors, Marie-Pierre, moi, je voulais déjà préciser que vous étiez psychopédagogue, thérapeute et fondatrice de l'association EducAt. Vous avez créé également une méthode qui s'appelle T'as tout compris, un programme innovant destiné à développer les compétences psychosociales des enfants, empathie, gestion des conflits, coopération, résilience. Vous êtes également donc l'auteur de Jamais victime, un ouvrage qui est puissant, hein, qui est concret, qui apporte des clés essentielles pour comprendre, prévenir et désamorcer le harcèlement scolaire. Marie-Pierre, merci d'être parmi nous. On va rentrer plus dans les détails ensuite, mais en tout cas, un grand merci de venir apporter votre éclairage sur ce sujet difficile, mais indispensable. Avec joie. Et Christelle qui vient de nous rejoindre également. Alors Christelle est vice-présidente de l'association des Mamans Louves. Alors, les Mamans Louves se distinguent par un engagement puissant, défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, protéger leur innocence et soutenir le rôle fondamental des parents. Christelle intervient régulièrement dans les débats publics de l'éducation, les programmes scolaires et les enjeux sociétaux liés à l'enfance. Christelle, un grand merci aussi d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis vraiment honorée. Merci.
Alors on va pouvoir commencer. Je vais revenir à Aude. J'aimerais bien, Aude, que vous nous parliez, de votre livre et Oui, très surtout brièvement. pourquoi vous en êtes venue à écrire ce livre, parce que c'était devenu, important pour vous. Oui, alors effectivement, le sous-titre est important, parce que c'est vraiment un ouvrage, sur les problèmes générés par les photocopies et les fichiers. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Parce que, parallèlement, je me rendais compte, d'une part, que les étudiants avaient de plus en plus de mal à écrire correctement et que mes enfants, je suis mère de 4 enfants, rentraient de l'école avec de plus en plus de photocopies. Et donc j'ai à la fois essayé de comprendre ce qu'il se passait chez les étudiants et qu'est-ce que c'était que ces exercices, ces fichiers qui constituaient vraiment la base de l'enseignement à l'école et aussi la base du marché, parascolaire. C'est-à-dire si je voulais, compléter un peu ce qui était fait à l'école avec des cahiers de vacances, des cahiers d'exercices et bien justement ça se présentait sous la forme de cahiers déjà préparés avec des espaces destinés à l'écriture, souvent trop petits, tout est déjà formaté. Et au fond, ma conclusion, elle est évidente, hein, c'est que, l'écriture, c'est comme la musique, c'est comme le sport. Pour bien écrire, il faut s'entraîner et aujourd'hui, tout ce matériel-là, qui est utilisé à l'école et à la maison, eh bien, il l'empêche d'écrire justement. Il y a très, très peu d'écriture. Donc voilà l'objet principal de mon livre. Je parle un petit peu aussi, évidemment, du numérique, hein, qui est encore pire que les photocopies. Mais voilà, ma cible, ce sont les fichiers, les photocopies. Et j'ai vraiment écrit ce livre pour alerter les parents parce que moi-même, j'ai mis du temps à détecter tout ça, à détecter, pardon, tout cela. On baigne tellement là-dedans, ça paraît tellement évident que pour faire des mathématiques à son enfant, on va lui acheter un fichier de maths, qu'on a du mal à concevoir qu'autre chose est possible. Et donc j'ai voulu faire gagner du temps aux parents, éviter qu'ils aient à attendre de découvrir par eux-mêmes en sixième, en seconde, en terminale que, tout ce qui a été fait avant n'a pas servi à grand chose. Voilà un petit résumé. On mettra, la photo de chacun, des livres, voilà, pour que les gens, vraiment, ce sont des livres extrêmement intéressants, faut vraiment les lire, hein, parce que, c'est important, c'est ce qui va nous faire avancer, hein, et c'est cette cohésion qu'on veut apporter et arriver, à faire avancer les choses. Marie-Pierre, est-ce que, je peux vous demander, de nous expliquer un petit peu, le livre et la méthode. Alors, C'est des choses, brièvement, là, ouais. Oui, oui, une après présentation. on va discuter. Non, non, là, c'est vraiment juste pour faire un Oui, petit oui, oui, point ok, ok. et présenter. Ouais, eh bien, j'ai été enseignante et j'ai exercé aussi comme psychopédagogue dans un établissement quartier sensible pendant 19 ans, où j'avais une permanence où je recevais des enfants, où j'animais des groupes de parole de parents. Enfin bon, j'ai beaucoup appris dans ce lieu. Et mon premier sujet d'attention a été effectivement de m'intéresser au harcèlement scolaire et surtout à la manière dont on essayait de le traiter, puisque beaucoup de choses étaient proposées, mais que visiblement peu de choses fonctionnaient. C'est encore vrai aujourd'hui, même s'il y a énormément sur le marché de gens qui proposent des choses. Bon, dans les faits, c'est pas vraiment suivi, je trouve, en tout cas, des faits. Voilà. Donc, je me suis intéressée à ça et en fait, je me suis dit, en fait, si ça fonctionne pas, c'est qu'on ne traite pas la cause. On ne comprend pas le problème, on ne traite pas la cause et c'est comme, si on va chez le médecin et qu'il nous donne des médicaments, mais comme ça un peu rapidement parce qu'on a le nez qui coule, bon, bah, 1 fois sur 10 peut-être ça fonctionnera. Ce sera pas forcément le bon traitement et d'abord faire un diagnostic de qu'est-ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et ensuite traiter. En plus, le harcèlement, c'est un problème systémique comme beaucoup de choses, passent sur ce monde parce que nous sommes tous reliés. Donc de pouvoir,
l'isoler en disant il y a un harceleur et puis il y a un méchant et un gentil. Bon, c'est forcément se tromper de cible et on ne peut pas trouver de réponse satisfaisante quand on regarde le problème comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit donc un premier livre au départ pour sensibiliser les parents sur le fait que le harcèlement n'était pas un hasard. Ça demande à être expliqué, mais on verra plus tard. Ça n'était pas un hasard et qu'il ne fallait pas s'enfermer dans une espèce d'impuissance. Parce que ça, l'impuissance, c'est quelque chose qui s'installe et qu'on formate les enfants de cette manière-là. Enfin, j'entends ce que vous avez dit juste avant là, par rapport aux photocopies, ne pas les habituer à penser, à écrire. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très pernicieux, mais qui avance petit à petit. Moins on a de moyens, plus on est capable d'être manipulé et plus on est impuissant. Et on se sent, c'est une impuissance acquise. Donc, mon objet était déjà d'éclairer la situation pour voir en quoi elle consistait et comment on pouvait intervenir. Et ensuite, de créer une méthode qui, justement, pour des enseignants, au départ, c'était vraiment avec cette intention que ça puisse se diffuser dans les écoles, puissent avoir la compréhension de ce qui se passe et des outils pour agir sur la situation. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé après sur le terrain pendant 3 ans avec une école et on a effectivement réussi de manière complète à éradiquer le harcèlement et à faire baisser les violences de manière significative. Après, c'est pas une méthode qui vend l'idée que tout le monde va s'entendre, qu'il n'y aura jamais de conflit. Mais les conflits, c'est pas la violence. Les conflits peuvent être gérés et se transforment pas forcément en harcèlement. Voilà. Donc, c'est l'objet de ma démarche. Mais aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup plus globalement, je parle d'une éducation à la paix. Comment, parce que si on a la paix en soi, on va pouvoir diffuser la paix à l'extérieur. Ça nécessite une connaissance de soi et aussi une capacité de se relier aux autres. Voilà. Si je peux dire ça rapidement. Oui, et ce livre, le livre. Mais le livre, je l'ai écrit en D'accord. 2020. Enfin, je l'ai écrit avant 2020, mais il est sorti en 2020, cette période magnifique dans laquelle nous sommes rentrés et qui alertait justement sur la capacité de ne pas perdre sa puissance et son authenticité, D'accord. sa souveraineté. Voilà. Oui, oui. Très bien. Merci. Christelle, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui connaissent les mamans louves. Moi, j'en parle aussi dans mes émissions. On peut vous voir intervenir dans pas mal d'émissions comme Toxin, euh, Jean Nexus, voilà, des gens qu'on apprécie beaucoup et qui diffusent heureusement l'information que les mainstream ne diffusent pas. Alors, j'aimerais bien également, si vous pouviez tout de même vous présenter en quelques mots. Ah, on vous entend pas. Pas de son. Il n'y a pas de son. Ensuite. Ah. Non. Ah, elle va se reconnaître. Oh, Samuel? Parce que nous, on s'entend tous. François, ça marche. Oui, oui, ça marche. Donc, Me revoilà. ah, Je ne sais pas si vous m'entendez. bon, Pardon pour l'incident. pas de souci. Alors voilà, déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invitée ici et vous remercier aussi pour le travail que chacun vous faites pour les enfants. En tout cas, quand il est question des enfants, parce que je sais que François et des vous traitez en tout cas des sujets plus larges. Merci pour la probité de François. Si j'ai qu'un qualificatif, voilà, en tout cas, c'est celui-là qui me vient en premier. Que dire pour être rapide? Peut-être déjà commencer par le début. Comment on est né? On est né, nous aussi, pendant la crise sanitaire en 2020. Plusieurs mamans qui se sont rejointes parce que dans nos tripes et dans notre génétique, on va dire qu'on est paramétré pour sentir le danger. Et donc, on a rapidement compris que nos enfants étaient pris pour des adultes en miniature dès le départ de la crise Covid. Et donc, on a monté ce collectif d'abord, et puis ensuite, on s'est transformé en association pour demander un débat public autour de la question de l'impact des mesures sanitaires sur la santé des enfants. Et
on s'est rapidement confronté à des murs, hein. Tout le monde nous disait que tout allait bien, alors qu'on demandait en fait aux enfants de protéger les grands. Donc évidemment, aujourd'hui, pour faire vraiment très rapide, on est en train de ramasser à la petite cuillère toute cette génération d'enfants dont on s'est servi de bouclier. Donc évidemment, il y a des conséquences que personne n'ignore aujourd'hui. Et quand on a pensé enfin sortir de cette crise sanitaire, qui nous a demandé quand même un travail assez conséquent, parce qu'on est allé taper à la porte de tous les politiques. Alors, on n'a pas rédigé de livre, mais on a rédigé un bilan d'impact des mesures sanitaires qui a fait le tour de l'hémicycle, qu'on a distribué en tout cas dans beaucoup d'établissements français. Et ensuite, quand on est sorti de ça, on a été sollicité par des parents qui sont venus nous parler d'un sujet qu'on méconnaissait totalement, qui est celui de l'éducation à la sexualité. Et pourquoi? Bien parce que il y avait des interventions totalement inadaptées qui avaient été faites auprès de leurs enfants. Donc, à partir de ce moment-là, on a fait ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire d'aller fouiller les sujets et d'essayer de comprendre quelles en étaient les causes, pourquoi on se retrouvait en fait dans ces situations. Et puis, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup à dire et que finalement, ça faisait des années que c'était appliqué à certains endroits, mais sans garde-fou. Et donc, on a commencé à prendre à bras le corps ce sujet, qu'on a traité conjointement avec une association qui s'appelle SOS Éducation, donc qu'on connaissait aussi parce qu'elle s'était mobilisée sur la question sanitaire à l'époque. Et SOS Éducation a créé un comité d'experts composé donc de sommités de la pédopsychiatrie comme Maurice Berger, des pédiatres, pédopsychiatres comme Régis Bruno, des psychologues, également des gynécologues et puis des professionnels du droit. Et en fait, on a posé la question d'un point de vue de l'intérêt de l'enfant, est-ce que l'éducation sexuelle est dans l'intérêt de l'enfant, oui ou non? Et pour ça, en fait, SOS Éducation a fait un travail remarquable qui est basé sur de la science, sur les sciences sociales également, comprendre le développement de l'enfant pour savoir ce qui lui correspond et mettre en parallèle ce qui était déjà fait, les problématiques que ça soulevait. Et puis ensuite, on a analysé tout ce qui était proposé dans la nouvelle mouture, donc le programme qui s'est appliqué à partir de septembre 2025, avec une conclusion qui est sans appel, c'est-à-dire que si réellement les objectifs qui sont affichés par l'éducation nationale sont de lutter contre les violences sexuelles, parce qu'on y reviendra plus tard, mais je dresse un tableau en tout cas de notre activité. Si l'objectif c'est de lutter contre ces fameuses violences sexuelles, alors dans ce cas-là, on en est arrivé à la conclusion que tout ce qui était fait et tout ce qui était proposé n'avait quasiment pas de sens, si ce n'est de devancer le questionnement des enfants et forcément en fait prévenir, mais en nuisant. Or, c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Donc, on en est là. C'est un combat qu'on mène depuis 3 ans, qui est un combat qui est très difficile, où on y a laissé aussi beaucoup de plumes parce que tout est très politisé et ça rejoint énormément de sujets. Donc, pour l'essentiel, c'est ce dont je me préoccupe essentiellement en thématique. Et je rejoins aussi évidemment des sujets comme ceux de Marie-Pierre, auxquels aussi on est appelé par des parents à essayer de s'entraider parce que c'est l'essence des Mamans Louves en fait. Nous, on est des parents, on n'a pas l'expertise à proprement parler, on s'entoure de professionnels et donc on essaye de tout faire du lien, de rencontrer des personnes comme Marie-Pierre pour essayer de trouver des solutions pour le bien-être des enfants et ce à différents niveaux, différentes thématiques. J'en ai déjà trop dit, donc voilà. Non, c'est important parce qu'en fait, il y a toujours des personnes qui vont pas forcément vous connaître. Pour nous, ça paraît évident et puis des fois, on a l'impression de se répéter. Mais non, là, on peut tomber vraiment sur des auditeurs qui vous connaissent pas les uns et les autres. Donc, je pense que c'est important quand même à chaque fois de rappeler les choses avant de commencer. Voilà. Après, oui, ce qui est fantastique, c'est de se trouver, d'aller dans la même direction et d'avoir tous des expertises différentes. Et ça, oui, c'est formidable. Voilà, et d'avancer, de trouver des solutions parce que, comme je dis, voilà, une fois qu'on a mis le diagnostic, les solutions sont bienvenues. Et puis faire avancer les choses, c'est vraiment tellement important d'être en lien et de faire ça pour nos enfants, pour les enfants, parce qu'ils ont besoin de nous. Qui va les protéger si nous, on le fait pas, quoi, en fait. Donc après, comme je dis, dans quelques années,
Bah, ils nous diront: «Mais vous avez fait quoi là?» Bah oui, donc bah, c'est bien de pouvoir se regarder dans un miroir et de dire: «Bah, moi en tout cas j'ai agi quoi, j'ai fait quelque chose». Enfin, c'est la parole qu'on a envie de poser. Voilà, donc on peut démarrer. Je sais pas qui, veut commencer. Peut-être commencer, à parler, des VARS et peut-être, par François qui a fait une lettre, vraiment moi j'aimerais bien, c'est génial, avec une équipe juridique et c'est très important puisqu'en fait, on enfin, chaque personne, peut la faire circuler auprès des directeurs d'école et ça aura un vrai impact et ça a un gros travail, en fait. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez? Tout Très le monde est bien. d'accord? Allez François, D'accord. alors, tu as la parole. Alors, ouais, alors vaste question, hein, parce que Ah, la lettre, je ne l'ai pas rédigée avec une équipe juridique, hein, je l'ai rédigée seule, celle-ci, parce que je n'avais pas besoin je sais pas spécialement d'une pourquoi équipe juridique j'avais entendu dire ça, pour la, pourquoi ça pour veut la dire ça? rédiger. Non, par contre, avec Profession Gendarme, on travaille des fois avec des groupes, effectivement, de juristes, d'avocats ou autres sur certains sujets, effectivement. J'ai un D'accord. ami qui fait partie d'un groupe comme ça, qui travaille sur la vaccination ARN ou des choses, voilà. Mais, mais là, en l'occurrence, j'ai pas eu spécialement besoin d'avoir recours à une équipe pour rédiger ça. Euh, je dirais qu'il y a deux choses autour des VARS. Il y a la question, d'un point de vue, on va dire, relativement pragmatique, qui est la question de droit. C'est-à-dire, c'est-à-dire où sont les limites en matière de protection de l'enfance? À partir de quand le programme devient-il dangereux pour les enfants? Voilà, qu'est-ce qu'il convient de déterminer en vertu de quel texte d'ailleurs? C'est ce à quoi répond la lettre, hein, puisqu'elle redéfinit la notion de corruption de mineur. Elle fait un rappel de la notion de discernement, des capacités de discernement de l'enfant, et notamment aussi de sa fragilité et de sa malléabilité, on va dire. Donc il faut être très vigilant de ce côté-là. Alors je ne vais pas revenir sur tout le concept de la corruption de mineurs, mais bon, il faut savoir quand même que effectivement, inciter l'enfant mineur de 15 ans, on va dire de moins de 15 ans, par effet de démonstration ou autre, à des pratiques sexuelles comment dire, qui sont orientés sur la pratique du plaisir, on rentre clairement là on rentre dans les critères qui matérialisent l'infraction. À partir du moment où on est là-dedans, on rentre dans ces critères-là. Et ça, c'est une approche, comment dire, qui est assez, qui correspond, enfin, qui converge, on va dire, avec la façon dont on aborde la sexualité dans les VARS. Pourquoi? Parce que en abordant une sexualité basée sur un concept idéologique, et notamment l'idéologie de genre, on ne peut que dévier vers l'étude d'une sexualité qui soit en rapport avec l'idéologie de genre. C'est-à-dire une sexualité qui n'est pas forcément abordée dans un but euh, purement, on va dire, de compréhension et de pédagogie pour expliquer la reproduction ou ces choses-là, ou simplement comment sont faits les organes génitaux, comme les cours qu'on avait nous à l'époque. Mais là, ça va au-delà, c'est-à-dire d'envoyer un message, de dire, ben voilà, un couple, c'est pas forcément un homme et une femme, ça peut être un homme avec un homme, ou une femme avec une femme, ou un homme qui se pense femme avec quelqu'un d'autre, etc. Et donc, on va étudier les sexualités qui se rapportent à ce type de couple. Mais si on n'est plus dans le champ de l'étude de la sexualité reproductive, on rentre dans une sexualité à vocation de recherche de plaisir. C'est là qu'on arrive vraiment, on va dire, à la frontière, à la limite de ce qu'autorise la loi, et c'est là qu'on peut avoir les plus gros débordements, et qui sont bien entendu sanctionnables, parfaitement matérialisables et sanctionnables. Donc, c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention. Et pourquoi spécifiquement là-dessus? Parce qu'à l'heure actuelle où on parle, l'arsenal, on va dire, judiciaire ne nous permet que d'agir sur ce levier. C'est le levier de la corruption de mineurs et pas un autre. Le reste, on se l'invente, mais ce n'est pas dans les codes. Donc,
c'est vraiment là, si on veut être dissuasif vis-à-vis des chefs d'établissement et les rappeler à leurs responsabilités, le but de cette lettre, c'était ça, c'était de leur mettre l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, leur dire attention, pour l'instant, il y a encore une loi qui protège nos enfants et on n'hésitera pas à la faire appliquer. Voilà. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il est d'ordre idéologique. Je commençais à en parler tout à l'heure, mais ce programme se fonde sur une idéologie qui ne fait pas consensus, il faut le rappeler. Déjà, ça, dans un premier temps, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est un fait, mais ça ne fait pas consensus. Et ça ne fait pas consensus d'un point de vue sociétal en France, mais ça ne fait pas consensus aussi sur l'ensemble du globe. Si on compare dans beaucoup de pays dans le monde, ça n'est pas la doxa. Hein, la théorie du genre, c'est pas ce qui s'applique partout. Voilà. Or, quand j'ai eu l'occasion d'être enseignant pendant 2 ans, où j'enseignais le droit pénal dans les classes bac pro métiers de la sécurité. Je parcourais les fiches du SCOL. Il se trouve que j'avais été voir les fiches qui concernaient justement le programme d'éducation à la sexualité. Alors, c'était avant EVARS. Mais déjà, on pouvait lire, alors je ne me rappelle plus quels étaient les numéros de fiches, c'était la 12, la 11, enfin bref. Il y en avait une qui commençait après à aborder l'idéologie de genre. Et quand on lisait ça, on partait du principe dans les fiches que de toute façon, c'était un postulat scientifique établi et qu'il était incontestable. Et que de le contester, en fait, était pénalement répréhensible. Presque. C'était presque ça quand on lisait. Moi, j'ai cherché les failles, il n'y en avait pas, parce que on voit que les fiches ont dû être rédigées avec des juristes. Il n'y avait rien, en tout cas, qui incitait les enseignants à aller au-delà, on va dire, de ce qu'autoriserait la loi. Mais néanmoins, j'ai été effaré par l'aspect idéologique et le côté incontestable et incontesté qu'on nous impose. Et alors, pourquoi ce côté-là moi, je pense qu'on a des gens qui s'inscrivent, et là, on rentre dans une autre dimension. Hein, on rentre dans une dimension qui est plus une dimension d'ordre politique, métapolitique, voire géopolitique, qui s'inscrivent en fait dans ce qu'on appelle le progressisme, mais qui est avant tout une forme de libéralisme économique. Lui-même inspiré d'ailleurs des grandes mouvances des années 70, et là je pense notamment au transhumanisme. Pourquoi je vais faire le lien? Alors je parle des années 70, le transhumanisme ça a apparu dans les années 1950, mais c'est réellement théorisé dans les années 70. Et je pense notamment à un des grands futuristes, parce que c'est comme ça qu'on appelle les philosophes du transhumanisme et ceux qui réfléchissent en fait à l'avenir, comme ça, les futuristes. Donc, genre, je pense à un des plus grands qui s'appelle Feridun Esfandiari, qui se faisait surnommer FM 2030 d'ailleurs, qui avait rédigé un livre qui s'appelait Upvinger et dans lequel il décrivait le monde de demain, justement. Et dans ce monde-là, on avait un monde sans frontières dans lequel les enfants naissaient dans des usines de mères porteuses, hein, dans des bébés, ou dans des éprouvettes, et ils étaient à chaque fois déracinés de famille en famille, justement pour n'avoir aucun enracinement. Et l'idée, c'était d'en faire des nomades consommateurs parfaits, presque, mais surtout qui s'affranchissaient de toute forme de déterminisme, dans une recherche en fait assez délirante d'idéal de liberté absolue. Et ça passait aussi, cette recherche d'absence de déterminisme, par le fait de pouvoir choisir son sexe. Alors, il écrit ça en 1973. Hein. 1973, il faut se remettre dans le contexte. Mais l'idée, c'est quoi derrière? En fait, l'idée, c'est l'abandon de soi pour ce qu'on peut être. Et quelque part aussi, il y a la notion de réification de l'homme, c'est-à-dire sa transformation en objet, et notamment en objet marchand. Et ça va avec la libéralisation et les marchés, c'est comme ça. Et là, on a des gens qui fonctionnent comme ça. Et le fait de pouvoir, comment dire, abandonner le sexe, vouloir ce sentiment d'hubris, le fait d'être gonflé, de se sentir tout puissant au point de choisir ce qu'on veut être, même si on ne l'est pas. Et ça, c'est une première étape de l'abandon. Hein. C'est une première étape vers le transhumanisme, vers l'homme augmenté, vers l'homme qui devient un objet marchand. Et ça va de pair aussi quelque part avec la notion de déracinement, hein, qui est nécessaire d'ailleurs à cette notion économique.
Et derrière le déracinement, il y a le fait de casser l'aspect généalogique. Donc, il y a tout un grand bouleversement anthropologique de la vision de la famille. Et ça, quoi de mieux que de l'implanter directement dans le cerveau des enfants en termes d'efficacité, si on veut obtenir ce bouleversement anthropologique sur la génération à venir. Donc, ça passe par l'école. Et à mon sens, le programme EVARS, c'est ni plus ni moins qu'une grande technique d'ingénierie sociale en vue d'appliquer un programme politique bien défini. Voilà. Mais je voudrais, François, vraiment que tu nous expliques le contenu de cette lettre, parce que je sais qu'on peut la télécharger sur Profession Gendarme, mais vraiment, je voudrais que tu nous expliques le contenu et vraiment ce que ça apporte aux parents qui voudraient se saisir des points importants que tu soulignes dans ce courrier par rapport à ce que tu avais expliqué, que le directeur, si j'ai bien tout compris, pouvait être impliqué si un enfant était traumatisé lors d'un cours donné, même par une personne extérieure qui serait venue dans l'école pour le programme EVARS. Oui, alors le contenu de la lettre exacte, là, je l'ai plus sous la main, donc je l'ai pas, puis vu que je l'ai rédigé il y a quelques temps déjà. Mais en tout cas, ça commence par Les des grandes propos lignes. liminaires, effectivement, qui, parlent de l'aspect idéologique et du fait que déjà, on n'est pas dans l'obligation d'être d'accord avec ce qui est abordé, mais sans rentrer dans la prise de parti. C'est plus neutre, en fait. L'idée, c'est de dire, voilà, vous imposez ça, mais c'est pas forcément, dans notre famille, on n'impose pas forcément ce modèle. Euh, Ensuite, la lettre explique que chaque enfant aussi est différent. C'est-à-dire qu'il évolue dans un terreau sociologique différent, un terreau religieux différent. Ça peut être aussi, l'enfant peut être aussi différent sur le plan physiologique. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une fille elle a ses règles là depuis peu, elle a 13 ans, d'accord? Il y a des enfants qui ont des règles beaucoup plus tôt. Et donc, le système hormonal de chaque enfant ne se développe pas de la même façon. Mettre un programme en fait qui à tel moment de l'année oblige l'enfant à aborder tel aspect et à le contraindre à voir telle chose, alors que chacun a son propre parcours et chacun a son propre développement physiologique, c'est pas adapté. C'est pas quelque chose qui est adapté. Donc, je rappelle que les mieux placés pour connaître l'enfant et savoir vraiment le moment opportun ou alors quand est-ce qu'il faut aborder tel ou tel sujet, c'est les parents. Et que en se substituant ainsi aux parents, l'école, et ça c'est un point important qui est abordé, outrepasse sa mission d'instruction pour rentrer dans l'éducation et donc de rentrer dans l'intimité du foyer quelque part. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça, quelque part, c'est aussi un premier pas. Tout à l'heure, on parlait de totalitarisme, mais l'État omniprésent, omnipotent, c'est ça le totalitarisme, hein. C'est-à-dire que l'État, c'est quand l'État est avec vous à table au repas, hein. C'est ça, hein. Et, et donc là, voilà, il y a un premier rappel. Ensuite, la seconde partie, c'est une partie de droit, tout simplement, hein, qui rappelle l'état de la loi. Euh, D'ailleurs, je crois que je m'appuie sur une définition de la Cour de cassation, je crois, il me semble, qui avait défini justement la corruption mineure et je ne me rappelle plus, hein, faudrait que je l'ai pas ressorti la lettre, là, je l'ai pas sous les yeux, mais voilà, qui fait état en tout cas de la notion de perversité dans l'approche de la sexualité. Par perversité, on entend, attention, parce que là, quand on parle en termes de droit, c'est des termes qui sont, on ne parle pas de l'image qu'on se fait de la perversité, mais c'est le fait de dévier, en fait, de dévier de l'explication initiale. D'accord? Donc là, c'est pas la même approche, si on veut.
Et donc, je rappelle que la corruption de mineurs, effectivement, elle peut se faire par incitation, par démonstration, tout ça. Donc tout ça, après, c'est du droit qui explique en fait aux parents, mais par la même, enfin, surtout au chef d'établissement, parce que la lettre est destinée au chef d'établissement, ce qu'il en est en termes de corruption de mineurs. Et donc, une fois avisé, il est responsable, hein. Il est responsable. Donc, s'il se passe quelque chose, il y aura poursuite. Voilà. Ça, c'est l'idée. L'idée aussi, c'est que les parents, derrière la lettre, ils soient actifs. Donc déjà, le fait de donner une lettre comme ça ou d'avertir comme ça, c'est déjà une grosse démarche parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas forcément d'accord, mais qui n'osent pas faire aussi, qui n'ont pas l'énergie ou la volonté pour agir. Donc ça, c'est déjà une première étape Après, dans le combat. Commencer à parler, ne serait-ce que ça. après Moi, quand c'est arrivé avec mes enfants, je suis rentré en contact avec le professeur qui gère l'équipe de 4 personnes qui est chargé de faire appliquer EVARS, là. Et par chance, il se trouve qu'on pense pareil tous les deux. Donc, moi, j'ai de la chance. Oui. Voilà. Oui. C'est pour ça que là, ce que j'allais dire, Christelle, on en parlait, c'est pas si simple. C'est-à-dire que les parents, il y a vraiment une vraie peur derrière, hein. Il y a une peur même qu'on enlève les enfants, comme ce que nous expliquait Maître Hamas le mois dernier. C'est compliqué, hein. C'est compliqué quand même, hein. Je sais pas, Christelle, vous vouliez dire un mot à ce propos? Ah, ça y est, on n'entend plus Christelle. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ah oui. Ah bon, ça va. Pardon. Du coup, je pense que le réseau ne doit pas être très bon aujourd'hui. En fait, je vais être factuelle. Si vous allez regarder sur le site du gouvernement, donc de l'Éducation nationale en tout cas, une FAQ qui date du 6 février 2025, vous avez tout un tas donc, FAQ, c'est foire aux questions. Et vous avez un certain nombre d'éléments qui vous permettent de connaître le positionnement en fait de l'éducation nationale. Et j'en veux pour preuve qu'à aucun moment on ne parle d'incrimination potentielle ou de sanctions des intervenants qui viendraient justement à déborder et sortir du cadre qui est inscrit dans le programme. En revanche, vous retrouvez l'affirmation par laquelle l'éducation nationale soutient, quoi qu'il arrive, ses personnels. Et pour cela, tout parent ou quiconque remettrait en question en fait ce qu'est cette éducation à la sexualité ferait l'objet d'un signalement. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, donc c'est pas du complotisme ou de la fabulation comme on pourrait nous le renvoyer en objection. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller consulter ce document. Alors nous, on a écrit évidemment aux ministres de l'Éducation nationale successifs pour justement, d'une part, dénoncer ce qu'on a appelé dérive, parce que ce qui est vendu, ce qui est affiché comme objectif, bien sûr, semble, on va dire, globalement dans un but tout à fait louable pour les enfants, sauf qu'en réalité, sur le terrain, ça ne l'est pas. C'est pour ça que nous, on a appelé ça dérive. Et quand il y a des dérives, forcément, il faut à un moment donné les signaler pour rappeler les personnels et faire en sorte qu'une sorte de protocole puisse être mis en place de manière à ce que cela n'arrive plus. Or, la parole de l'enfant, elle n'est jamais de toute façon entendue, et ça, c'est pas valable que dans ce cadre, hein, c'est valable plus largement, notamment pour les violences sexuelles. Et donc, c'est vrai que pour revenir au sujet, c'est quand même relativement compliqué pour des familles, parce qu'en plus de ça, on a ce sujet qui a été polarisé dans un débat politique. Et à partir du moment où c'est polarisé dans un débat politique, toute personne qui viendrait comme nous, par exemple, qui sommes, je le rappelle, à partisane, à confessionnelle, on est stigmatisé et rangé dans le camp de l'extrême droite, parce que
c'est un camp que personne n'apprécie à avoir comme étiquette. Et donc, finalement, vous vous retrouvez à essayer de parler intérêt de l'enfant et on vous dit, mais de toute façon, si vous remettez en question ça, c'est que vous êtes d'extrême droite. Donc, voilà, bon, on connaît bien ces techniques. De toute façon, quand on veut faire taire l'adversaire, on ne va jamais vous opposer des arguments tangibles et construits et qui permettent en fait de créer un véritable débat autour de la question essentielle, c'est celle de l'intérêt de l'enfant. Donc, nous, ce qu'on a proposé avec SOS Éducation, c'est une charte éthique qui a été rédigée par Maurice Berger, qui, je le rappelle, est un éminent pédopsychiatre qui est connu à travers le monde entier, donc il n'a plus ses preuves à faire, il a plus de 80 ans et voilà, sa carrière est, on va dire, bon, il est encore actif, mais elle est presque derrière lui. En tout cas, je pense qu'à son âge, on peut se permettre de dire ça. Et donc, cette charte éthique, en fait, elle est composée de 7 axes et de 40 points qui ont été rédigés pour donner l'assurance à ceux qui feront cette éducation à la sexualité de ne pas nuire à l'enfant. Et elle a été signée par plus de 250 spécialistes du développement de l'enfant, donc essentiellement des pédopsychiatres, des pédiatres, des psychologues. Et on a donné cet outil aux parents, on a fait des flyers, voilà, et on leur a dit, le mieux, comme l'a fait François, c'est de pouvoir aller discuter en fait avec l'enseignant ou le directeur d'établissement pour pouvoir ouvrir un dialogue, essayer d'être dans un dialogue constructif qui consiste à dire, bon, on comprend certains des enjeux, peut-être pas tous, parce que si on va un peu plus en détail, on comprendra qu'il y a des enjeux qui n'ont pas leur place. Mais en tout cas, on voudrait avoir la certitude que nos enfants, lorsqu'ils se voient dispenser cette éducation à la sexualité, ne reviennent pas traumatisés, ou en tout cas qu'ils ne soient pas devancés de leur questionnement, parce que c'est accompagné forcément de traumatismes psychologiques. Et malheureusement, dans la plupart des cas, sauf cas exceptionnels, on a une rupture de dialogue, en fait, qui est devenue presque universelle au sein de l'institution. Et il faut savoir que la plupart des enseignants sont affiliés à des syndicats qui, eux, en ont fait leur fer de lance, qui sont essentiellement de gauche. Après, c'est triste, parce que finalement, moi, je rentre aussi dans ce jeu de polarisation politique, mais il faut quand même être clair avec ce qui est la réalité. Et en fait, ce sont des personnes militantes et qui se posent très peu la question finalement de savoir si c'est bon ou pas pour les enfants. Mais à partir du moment où c'est la voix du parti, il faut y aller à plein gaz. Et ça, c'est un véritable problème parce que finalement, on ne discute plus autour de ce qu'on est censé avoir de plus cher, c'est-à-dire les enfants. Quand on est enseignant, logiquement, on fait ça par... c'est comme les infirmiers ou les médecins, c'est vraiment une vocation. Et là, on se retrouve avec des sujets comme ça où finalement, l'enfant, il est balayé en fait de la surface. Voilà. Et bon, en tout cas, moi, ce que je conseille aux parents, c'est malgré tout de faire cet effort-là, quitte à se prendre un mur, parce que parfois, on peut être agréablement surpris. La voie de l'épée de Damoclès et de la menace, nous, on ne l'utilise pas parce qu'on est convaincu que c'est contre-productif. En tout cas, dans notre essence, ce qu'on a pu constater pendant les mesures sanitaires, c'est que le fait d'aller dialoguer et d'aller vraiment dans une démarche de sensibilisation et de montrer des preuves, en fait, là pour le coup, qui relèvent de la science, avec des faits qui ont été observés, ça nous a permis d'avancer. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui ont arrêté en fait de traumatiser les enfants avec le port du masque, parce que finalement, il a fallu qu'on leur dise, mais rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes des adultes et c'est déjà pas évident à gérer. Mais imaginez ce que vous êtes en train de faire aux enfants. Et donc, de par cette sensibilisation, avec des données à l'appui, on a réussi à faire quelque chose. Je ne suis pas certaine que, compte tenu de la dynamique de l'éducation nationale et de la toute-puissance qui est donnée à ses membres qui la composent, on arrive à obtenir un résultat par la menace. Parce qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas la force du nombre déjà. Il faut savoir que la plupart des parents ne sont pas informés, aussi fou que ça puisse paraître.
on a des tas de gens, quand on en parle autour de vous, vraiment, je vous mets au défi d'en parler avec votre boucher, avec votre coiffeur, avec votre boulanger, ou quand vous allez à la banque, parlez-en et vous allez être étonnés. C'est quand même assez rare qu'on ait des personnes qui disent oui, c'est vrai, effectivement, je suis au courant, j'en ai entendu parler. Après, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, de façon argumentée ou non, hein, on voit que globalement, même si c'est un sujet qu'on a réussi à poser dans le débat public, notamment grâce aux interventions de Sophie Audugé, qui a été pas mal médiatisée grâce à CNews ou Le Figaro, donc c'est quand même on va dire des chaînes qui sont regardées tout public. On voit que c'est encore un sujet qui est globalement mal connu de la part des familles. Et si on essaye de poser un regard un peu plus détaché du sujet même, on se rend compte que finalement les familles aujourd'hui sont assez désinvesties de leur rôle. Je pense qu'on nous a conduits aussi là-dedans, et je pense que certains ici savent très bien de quoi je parle, parce que quand on fait en sorte que finalement le gouvernement papa s'occupe de tout et que vous n'avez plus rien à faire, y compris au niveau de la scolarité de l'enfant, tout est confié à travers l'école, et on vous dit tout va bien, en fait on gère, on est les maîtres du bateau, finalement, vous, en tant que parents, vous n'êtes plus grand-chose dans tout ça. Il y en a beaucoup qui ne regardent pas. Par exemple, les devoirs, qui ne regardent pas ce qui se passe à l'école, quelles sont les activités, etc. Et j'en reviens au sujet de l'éducation à la sexualité. Pour un enfant, c'est hyper difficile quand il est traumatisé, eh bien, d'aller en parler aux parents. La plupart des témoignages qu'on a eus, et on en a eu des centaines, donc ce n'est pas des cas à la marge, la plupart, sur une classe de 30 élèves, il y en a peut-être 2 qui vont aller en parler à leurs parents. Et le reste, en fait, se taisent parce que soit ils ont honte, soit la relation qu'ils ont avec leurs parents ne leur permet pas d'aller aborder des sujets comme ça. Et donc, on se retrouve avec plein de gamins qui, finalement, ont eu un choc traumatique, mais qui n'est pas révélé. Donc, on a très peu de familles, finalement, qui se retrouvent au courant, et donc les seules qui veulent monter au créneau, elles se retrouvent seules face contre la terre entière. Donc ça devient compliqué, en fait, à partir de ce moment-là, de se sentir suffisamment équipé pour pouvoir faire front. Et on sait très bien que l'éducation nationale ne fonctionne qu'à une chose, c'est la politique du pas de vague. Donc, de la part de l'établissement, on sera toujours dans une dynamique qui consistera à tenter d'étouffer de toute façon la chose et de considérer qu'en fait, c'est l'enfant qui a mal interprété, puisque de toute façon, il est quasiment le seul à avoir ouvert sa bouche. Donc voilà, c'est assez difficile, je le reconnais, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est globalement assez dépourvu de solutions. Faut appeler un chat, donc on va accompagner les familles, on va les aider à rédiger des courriers, à faire remonter ces informations à la voie hiérarchique aussi, pour que le rectorat et l'académie soient au courant. On va jusqu'au ministère de l'Éducation nationale pour demander à ce que des actions soient engagées contre les personnels qui se permettent de traumatiser les enfants. Peut-être que d'ailleurs, ça serait intéressant de dire que c'est aussi bien les enseignants qui peuvent faire ces interventions que des psychologues, alors assez rarement, mais plutôt des infirmières de l'éducation nationale, et également des associations extérieures, avec des intervenants extérieurs. La difficulté qu'on a finalement, c'est qu'on a confié le rôle de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, hein, qui est appelée EVAR. EVAR pour l'école élémentaire, et EVARS, donc avec la sexualité à partir du collège. Cela a été confié à des personnes qui ne connaissent rien au développement de l'enfant, au développement psycho-affectif cognitif de l'enfant. Et donc, en fait, la problématique, elle est très simple à comprendre. C'est-à-dire que l'école ne peut pas tout. Et quand on a compris ça, c'est déjà, elle se cantonnait à essayer, je dis bien essayer, parce qu'on ne peut pas non plus la charger et charger tous les personnels éducatifs, parce qu'il faut avoir conscience qu'elle est dépourvue de beaucoup de ses fonctions. Il y a quand même de nombreuses problématiques au sein de l'institution qui ne permet plus d'instruire, tout simplement, d'avoir ce rôle d'instruction, de leur apprendre à lire, écrire, compter.
Et en fait, on demande à ces mêmes personnes qui n'arrivent déjà pas à boucler un programme et qui n'arrivent déjà pas à tenir la classe, à faire régner le respect, le respect à la fois des professeurs, mais aussi le vivre ensemble, donc, que connaît très bien Marie-Pierre. Donc déjà, dans un problème multifactoriel hein, qui fait de l'école ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un mammouth en fait qui est en train de sombrer. On leur demande, ben, faites l'éducation à la sexualité, vous allez leur expliquer ça, ça, ça et ça. Alors on nous dit, il y a un programme. Ouais, c'est bien, il y a un programme, mais la réalité, c'est que vous avez aussi ce qu'on appelle la liberté pédagogique, et la liberté pédagogique fait qu'à un moment donné, sur des sujets aussi sensibles, chacun va y aller de sa représentation de ce qu'est la sexualité. Chacun va aller aussi piocher dans des ressources pédagogiques qui lui semblent être les bonnes ressources pédagogiques, mais ça aussi, j'aurais des tas de choses à vous dire. Si vous allez consulter sur la plateforme EduSchool les ressources qui sont proposées, mais en fait, vous tombez de votre chaise. Vous vous rendez compte que vous avez des bouquins de 0 à 6 ans où on va expliquer déjà ce qu'est la masturbation, comment un papa et maman se reproduisent dans un lit avec la pénétration, avec l'explication de tas de choses que j'évoquerai pas parce que je ne sais pas où sont mes enfants là dans la maison. Voilà, donc je vais éviter d'utiliser certains mots parce que je voudrais pas moi-même les effracter psychologiquement, mais en fait, on se rend compte aussi, si vous allez sur EduSchool, vous avez une plateforme qui On s'exprime. Je vous mets au défi d'aller regarder la rubrique pratique sexuelle. En fait, vous avez toutes les définitions du Kama Sutra en version ludique. Et c'est un site qui est sous l'égide de Santé publique France, voilà, et qui est estampillé ministère de l'Éducation nationale, parce qu'in fine, il est recommandé en ressources. Voilà. Donc, finalement, si j'essaie d'être bref parce que j'aurais des tas de choses et c'est un sujet qui est hyper complexe. Et pour ça, d'ailleurs, je vous renvoie aux travaux qui ont déjà été faits, qui sont disponibles sur le site de SOS Éducation. Si vous tapez rapport éducation à la sexualité, SOS Éducation dans votre moteur de recherche, vous allez trouver ce rapport qui est de 200 pages. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire de pouvoir en comprendre tous les enjeux pour pouvoir vous faire une idée. Dedans, on renvoie à ce que je viens de vous dire, à ces sites, à ces bouquins qui sont recommandés, à ces livres, etc. Pour vraiment prendre la mesure en fait de ce qui est en train d'être fait. Et quand on vous dit de manière tout à fait théorique, en fait, on ne comprend pas pourquoi il y a des associations comme nous qui remettent en question ces programmes-là, parce qu'ils sont faits pour lutter contre les violences sexuelles, parce que vous avez 160 000 enfants chaque année qui sont victimes de violences sexuelles et que oui, c'est un problème majeur et que oui, en fait, il faut protéger les enfants, évidemment. Il y a un rapport de la Civis aussi, de la Civis 1, je dis bien 1, avec le juge Durand qui je veux dire, vous laisse sans voix sur cet état en fait, des violences sexuelles faites aux enfants, avec tout un tas de préconisations, il y en a 82 aussi, je vous invite à aller les lire, mais ce n'est pas la priorité, en fait, l'éducation sexuelle. Et puis, c'est surtout que s'il y a une chose qu'on doit faire, parce qu'il faut se dire les choses sans détour, si on veut apprendre aux enfants les interdits, c'est certainement pas en allant leur détailler ce qu'est la pratique sexuelle au prétexte que il faut pas leur cacher ce qu'est la procréation entre un homme et une femme. Non, c'est absolument faux. Je veux dire, il y a une chose, et ça, n'importe quel psychologue ou spécialiste, en tout cas, du développement de l'enfant pourra vous confirmer, c'est qu'un enfant, il a besoin qu'on lui apprenne les interdits de l'inceste, les interdits de ce qu'est le monde adulte et de le distinguer avec ce qu'est le monde de l'enfant et de sortir de l'adultomorphisme qui consiste en fait à mélanger le monde de l'adulte avec celui de l'enfant. Et quand vous faites ça, en fait, vous franchissez une barrière qui normalement ne doit jamais être franchie. Voilà, donc quand vous allez expliquer à un enfant que pour le plaisir, on peut faire tel ou tel type de pratique sexuelle, que la sexualité, c'est du plaisir, qu'on va l'initier à la masturbation, qu'on va l'initier dans tout un tas en fait de pratiques au registre de la sexualité, eh bien en fait vous ne les protégez pas et au contraire si l'enfant est victime, eh bien il va être conforté dans l'idée que ce qui lui arrive est normal
Et ça, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour le comprendre. Mmh. Et donc, en fait, jamais à un moment donné, on va favoriser la révélation. Or, si l'école veut vraiment faire de la prévention, on doit apprendre aux enfants ceci. Ton corps est ton corps, il t'appartient, personne n'a le droit de le toucher. Si un adulte ou quiconque, un camarade, etc., avec des exemples concrets, parce qu'on le sait, où sont abusés les enfants, hein, c'est partout où il y a des enfants, on a des animateurs, on a des personnes du milieu sportif ou de l'environnement culturel, le professeur de piano, de saxophone, etc., ou le prof de foot. Bon, ben voilà, on cite des exemples concrets en disant qu'en fait, ça, jamais, 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 ça ne doit être autorisé et que c'est puni par la loi et qu'il a le droit d'aller le dire et que si vraiment l'école veut rendre service à la France et à ses petits-enfants, eh bien, on crée des espaces à dire. Pour ça, il faut remettre de la médecine scolaire. De la médecine scolaire, aujourd'hui, il n'y en a pas dans les établissements scolaires français. Elle est désertifiée, la médecine scolaire. Donc, en fait, on a une coquille vide. Donc, en fait, on veut faire tout, mais avec aucun moyen. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas nous faire croire qu'avec 2 pauvres heures de formation en ligne, avec des contenus idéologiques au passage, on va arriver à former des enseignants à ce qu'est le développement de l'enfant, à ce qu'est ce projet qui consisterait à les protéger avec des outils concrets. Non, on n'a pas tout ça. On n'a pas d'espace à dire. C'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive à l'école, il faudrait qu'il puisse identifier un lieu où s'il a un problème, en fait, mais dans ce lieu, il y a quelqu'un qui va l'écouter et qu'il a le droit d'aller dire dans ce lieu. Tout le reste, les idéologies, au prétexte qu'on veut lutter contre les discriminations, contre les minorités, enfin, voilà, les discriminations contre les minorités, etc. En fait, le problème, c'est que si vous voulez, un enfant, il a besoin de grandir à son rythme, comme le disait François. Je vous ultra résume, hein, après je vous renvoie encore aux travaux qui sont beaucoup plus étayés, mais quand vous cassez ce processus de construction identitaire chez l'enfant, pour aborder cette partie d'identité de genre, eh bien, on va lui nuire, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va créer des désordres dans son psychisme auxquels il n'était pas prêt. Si l'enfant ne se pose pas de questions, c'est qu'il n'attend pas de réponse. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on va lui dire, je prends, et je m'arrêterai là-dessus. Je prends un dernier exemple. On a une famille avec un gamin de CE2 ou CM1, ou peut-être une classe mixte, qui revient avec un support où dessus, il a dû se dessiner, se représenter en tant que fille, parce que l'enseignante avait créé donc la charte des garçons et la charte des filles. J'utilise cet exemple pour étayer mon propos. On a demandé à ce gamin de se représenter en tant que princesse, de se représenter avec du vernis à ongles, de se représenter avec une jupe et de se représenter avec du rouge à lèvres. Bon, forcément, les parents, en fait, ils ont déraillé. Ils ont dit, mais c'est pas possible, en fait. Donc, ils sont allés voir la direction de l'établissement et l'enseignante, elle a dit, mais il est où le problème? Vous êtes homophobe? Vous êtes transphobe? Voilà. Et en fait, aujourd'hui, tout s'érige en mythe, en fait. La science, le développement de l'enfant, le fait qu'un homme soit un homme et une femme, tout ça, en fait, c'est balayé. Alors que pourtant, on a des exemples multiples des dégâts qu'ont fait la théorie du genre et dans des pays comme les États-Unis, comme la Suède, comme l'Angleterre, où on a poussé à fond sur la transition de genre, etc. Mais nous, en France, non. Mais nous, de toute façon, on est dans un microcosme très particulier où on n'a pas les mêmes enfants qu'ailleurs et on n'a pas les mêmes problèmes qu'ailleurs. Donc, on y va bon train. Et au prétexte de vouloir lutter contre des choses, effectivement, qui doivent être traitées dans la société, comme le fait de pouvoir tolérer des personnes qui soient différentes, qui n'aient pas les mêmes orientations sexuelles. Mais ça, en fait, c'est pas la peine d'aller parler de ça à un gamin. Marie-Pierre, elle pourra peut-être vous en parler tout à l'heure, mais si on veut faire en sorte qu'il y ait un climat de respect entre les individus, on n'a pas besoin de leur parler de sexe, en fait, pour qu'ils y arrivent. Vous voyez, en fait, il faut former, donner la matière grise à l'enfant pour qu'il puisse justement s'affirmer plus tard et se construire correctement et se développer avec ses pairs. Voilà, c'est pas difficile, mais pour terminer sur mon propos, aujourd'hui, nous avons en France un dogme idéologique qui s'érige, en fait, en vérité, contre tout ce qui est de plus scientifique. Voilà. Et donc, on ne peut pas avec des politiques pareilles, arriver à faire des enfants plus tard équilibrés. Et c'est un vrai problème.
et on ne nous écoute pas, on ne veut pas nous entendre et malheureusement aujourd'hui, ben, à part dénoncer ces faits et tenter, pour terminer sur une solution qui n'est pas une solution ultime, mais en tout cas essayer, de faire en sorte que nos enfants ne soient pas traumatisés, bah, par, comme je le disais tout à l'heure, dialoguer, sensibiliser les enseignants, sensibiliser les directeurs d'établissement. Je vois pas d'autre voie. Parce que pour l'instant, les politiques, en fait, ne veulent pas entendre autre chose que ce qu'ils ont, construit avec censément des professionnels, dont on cherche la qualification, hein, en termes de qualification à proprement parler sur la question du développement de l'enfant. Donc voilà, j'ai essayé de vous dresser un tableau, qui est, effectivement pas très joyeux, mais malheureusement réaliste et j'invite chacun à se saisir de ce que vit son enfant quotidiennement à l'école et à discuter avec les autres parents et à discuter avec les enseignants. Voilà. Je crois qu'il faut se réapproprier aussi, son rôle de parent. Cette autorité parentale qu'on est en train de nous arracher, il faut la récupérer à tout prix parce que si on ne dit rien, ben, ça continuera, rien ne changera. Voilà. J'ai fait long, j'ai du mal à faire court, donc je suis navrée. Non, mais c'est bien et puis les auditeurs vont pouvoir aller, voir, les documents, que vous avez donnés en plus, c'est bien. Bah, à savoir, ce qui est bien, enfin moi ce que j'ai constaté en faisant les recherches pour l'émission, ce qui est quand même très très bien, c'est que des professeurs au sein de l'école, même une directrice d'école, des maîtresses d'école commencent à parler, tout en étant dans l'institution. Parce qu'on avait beaucoup c'est vrai, de professeurs qui parlaient, qui prenaient la parole, qui avaient écrit un livre, mais ils avaient quitté l'institution. Là, aujourd'hui, il y a quand même, j'ai vu une directrice d'école, là, elle y va pas de main morte, quoi. Voilà, elle dénonce, elle y va et elle est quand même directrice d'école. Une autre, pareil, une maîtresse, alors en plus, elle, son fils a 8 ans et elle s'occupe des plus petits. Et elle expliquait bah, qu'il était revenu avec, bon, bah, nous, ce qu'on appelait à l'époque rédaction, mais là, ça s'appelle plus comme ça s'appelle, c'est expression écrite maintenant, c'est plus des réactions, c'est plus des réactions. Et en fait, le titre, c'était Qu'est-ce que tu ferais si tu changeais de sexe? On avait posé la question à son fils. Et donc, bah, quand elle a vu ça, elle a cru qu'il racontait des histoires. Elle lui dit montre-moi ce qu'on t'a donné comme travail. Et oui, en effet, il y avait marqué qu'est-ce que tu ferais si tu changeais de sexe? Donc, elle a été voir la maîtresse et pour lui demander des explications. Et elle lui a dit, je suis désolée, mais moi, ça ne me va pas là. C'est quoi? Et là-dessus, la maîtresse lui a répondu que c'était pour l'éducation, pour l'égalité des sexes. Alors, elle a dit, bah, va falloir que vous m'expliquiez le rapport pour l'égalité des sexes. Elle comprenait pas bien. Et elle lui dit, mais si, c'est pour qu'ils respectent les filles. Mais en fait, elle lui dit, mon fils, il respecte les filles, il n'a jamais eu de problème avec les petites filles, ça se passe bien, il est gentil, il est poli, il n'a jamais... Donc, moi, votre explication, elle ne me va pas, en fait. Voilà. Mais enfin, voilà, là, c'est encore un exemple concret. Et c'est une maîtresse d'école. Et elle est montée au créneau. Mais voilà, ce que je trouve bien aussi, bah, Aude va pouvoir en parler parce que bah, elle a aussi le courage en étant dans l'institution, à la fac, enfin, c'est quand même pas simple. Moi, je suis admirative parce que voilà, faut y aller hein, pour se lever contre ce monstre. Aude, je sais pas, je vous donne la parole parce que c'est quand même pas facile. Ah, on n'entend plus Aude. Il n'y a pas de son. Pardonnez-moi. Ah, Oui, non, je ne suis pas spécialement courageuse, pour la raison suivante. À l'université, nous avons une entière liberté de parole. Moi, je peux dire ce que je veux. Je n'ai pratiquement pas de hiérarchie. Contrairement, aux enseignants du primaire, du secondaire qui d'accord. eux, d'abord ah oui, 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 ils ont la hiérarchie de leur chef d'établissement, ils ont leur inspecteur. Donc, voilà, moi ce n'est pas du courage, que j'ai, c'est de la liberté, mais effectivement, j'estime que c'est mon devoir de parler parce que j'ai cette liberté. Il m'est arrivé de voir un article de journal pour lequel on m'avait interrogée, j'étais la seule, dont le nom n'avait pas été modifié.
les autres enseignants qui témoignaient, qui étaient des enseignants du secondaire, ils témoignaient sous un pseudonyme, sous un faux prénom. Voilà. Et sinon, vraiment, je remercie les deux intervenants. C'était très intéressant et c'est fascinant parce que ça fait écho à ce qu'on a sur d'autres thématiques. Hein, tout ce que vous avez dit, on peut le transposer à l'enseignement du français et des mathématiques, avec des dogmes, avec cette curieuse union des syndicats et des enseignants qui marchent bras dessous avec le macronisme et l'ultralibéralisme. Qui était évoqué à l'instant par François. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a une politique ultralibérale, très capitaliste, macroniste, et les syndicats et les enseignants foncent avec eux dans le même sens. Oui, on va faire EVARS, c'est génial, etc. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Et là, la réaction de ces maîtresses, de ces profs, elle témoigne aussi d'une baisse du niveau considérable. Et ça, c'est un mal qui ronge l'école aussi. Répondre de cette façon, ça veut dire qu'on est face à quelqu'un qui n'a rien compris et donc dont le niveau de formation est très, très faible. Et ça, c'est un autre problème aussi. Mais voilà, j'ai assez commenté, peut-être que Non, non, on c'est peut vraiment passer, intéressant. oui. Ah, je sais que oui, c'est un peu compliqué parce que chez Christelle, elle était obligée de partir vers 18h. Je sais que toi aussi, François, tu avais aussi Oui. besoin de partir. Alors moi, je ne sais pas si bon, on peut peut-être encore, bon, peut-être parler un petit peu pendant peut-être 10 minutes, et je vais vous laisser partir. Simplement, ce que je pense, c'est que là, vraiment, on a vraiment beaucoup de choses à dire. On n'a vraiment pas abordé. Moi, j'ai noté tellement de choses et j'ai fait tellement de recherches. Enfin, je suis remontée loin, euh, même au. Enfin, faut remonter au départ, c'est-à-dire que quand on a appelé, on est passé d'éducation déjà d'instruction, pardon, à éducation. Je pense que ça démarre de là. Après, il y a eu un ministre, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait Monsieur Hobby. Celui-là a été sous Charles de Gaulle et derrière le dos de Gaulle. Alors, je ne veux pas rentrer dans. Peut-être que François, toi, tu vois de quoi je parle. Je ne sais pas si quelqu'un, pareil, avait fait un peu de recherche à ce propos. Mais en remontant vraiment loin, ben, on comprend tout en fait. Et ce ministre, derrière le dos de Gaulle, déjà avait commencé à mettre en place pas mal de choses. Et alors après, ça n'a fait que se dégrader. Il y a eu des décrets de fait. Enfin bref. Et je trouve dommage en fait qu'on n'aborde pas le sujet plus en profondeur. Moi, ce que je vous propose, eh bien, Bah, je c'est de peux faire. rajouter quelque chose Oui, oui, je vais par contre. Ah Non, oui, non, non, non. par rapport Je à... vais. Oui, oui, je vais vous donner la parole, Marie-Pierre. Juste, juste avant de vous donner la parole, je vous demande si vous auriez la gentillesse de participer à une partie 3 des enfants en danger sur l'école. Et je pense qu'il sera intéressant le mois prochain encore de remettre ça et de revenir au départ et de décortiquer. Je crois que c'est important pour que les gens comprennent et pour que les gens adhèrent. Donc c'est pour ça que enfin, c'est mon idée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, ça serait chouette. Marie-Pierre, pardon. Non, c'est pas pardon, c'est ce que je vous disais. C'est vrai que c'était tellement riche d'écouter les trois intervenants que je sens que j'ai plusieurs choses à dire en fait pour appuyer chacun des propos. François a parlé de ce travail idéologique vers le transhumanisme. Il faut être très clair en fait que l'école aujourd'hui est clairement un outil merveilleux pour ça. Les enfants sont de plus en plus consciemment diminués. C'est-à-dire qu'effectivement, les conditions d'enseignement, les enseignants sont dans des conditions épouvantables, ils sont maltraités, donc avec beaucoup trop d'enfants et parfois des enfants qui sont sous prétexte d'une inclusion, on met des enfants autistes dans les classes qui hurlent toute la journée. Enfin, c'est insupportable. Donc les conditions déjà de climat de classe ne sont absolument pas avec une recherche de bien-être, mais au contraire une grande détérioration. Les enfants ont subi le Covid, ils sont tous traumatisés. Les petits, moi je travaille avec les petits, ils ont tous des traumatismes, plus ou moins importants, mais ils sont tous porteurs de traumatismes. Donc ils auraient besoin justement d'effectifs moins importants, qu'on reparle de ce qu'ils ressentent, eux, comment ils se sentent, de quoi ils ont peur, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Bon.
Bien sûr, ce n'est pas le sujet. Et ce que je voulais dire, pour reprendre ce qu'a dit François, c'est que ce ne sont pas des gens, effectivement, tu disais, Déborah, ce pas des gens qui font preuve d'incompétence. Ils sont très Non, compétents dans leur processus. Ils cherchent la destruction. oui. Toute dictature va s'attaquer aux enfants. Et on s'attaque aux enfants parce que ce sont les adultes de demain. D'accord? Donc, faire de ces enfants des enfants qui sont sous-éduqués, qui vont rentrer dans des schémas parce qu'on va les distraire à fond, on va les mettre dans des processus qui ne sont pas de leur âge, y compris dans les destructions, dans les divertissements qu'on leur donne. Dans les divertissements, c'est la guerre, c'est la bagarre, toi, Ah, les fées, les contes, la magie, l'émerveillement, c'est fini, quoi. Hein. On les met pas dans ces situations-là. On les met déjà, on les baigne dans ce milieu-là. À l'école, ils sont amenés à se soumettre. Un enfant, moi j'ai un petit-fils de 5 ans qui est assis toute la journée, qui a juste un petit temps de récréation, sinon qui doit être sage, tranquille, assis sur sa chaise, c'est déjà un traumatisme. Donc on les met dans une position à se soumettre à toute autorité qu'ils rencontreront ensuite au niveau de l'adulte. Ça commence très tôt. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que là, il y a une super accélération, parce que déjà, Krishnamurti, il disait, mais allez voir les étudiants et dans le monde entier, ils sont tous pareils, en fait, ils pensent tous de la même manière. On les formate de la même manière. Tu vois, donc, ni Dieu ni maître, lui, ça a été un peu son combat de se dire, retrouvons notre capacité de penser. Mais aujourd'hui, on est dans ce formatage des enfants et dans cette destruction. Et donc, puisque là, le programme EVART effectivement est abordé et que c'est important qu'il le soit, c'est que il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la sexualité pour un enfant, je dirais entre 0 et 12 ans, ça n'existe même pas. C'est même pas un sujet. On n'a même pas à aborder ce sujet-là. c'est ça. D'accord? Donc, ce qui est fait aujourd'hui est fait avec un objectif de confusion. Parce que quand tu abordes avec un enfant un sujet pour lequel il n'est pas prêt, ça génère de la confusion. Et parce qu'il va faire confiance à un enseignant, il va rentrer dans, bah, tiens, essayer de se masturber, essayer de. Mais je veux dire, cette énergie-là qu'il va mettre à cet endroit-là, il la mettra pas au niveau de son développement moteur, cognitif dont il a besoin. Donc, c'est extrêmement pervers. Appuyer sur cette touche en disant on va amener les enfants vers le plaisir parce que ils ont ça en eux et c'est normal de développer ça. C'est une perversité énorme qui amène une confusion incroyable au niveau des enfants et qui les amène justement à être des sous-citoyens. Des enfants qui sauront plus où ils sont. Pour construire une famille, c'est pas la peine parce qu'on peut vivre à 2, à 3, on peut se transformer en homme, en femme. Et même Imagine le être chantier. commode. C'est possible. Et puis en plus, cette énergie qu'ils mettent à se regarder dans la glace, à pouvoir se masturber ou à je sais quoi, bah, ils ne le mettent pas dans la réflexion de qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que je veux, de quoi c'est important pour moi. Donc en fait, c'est essentiel aujourd'hui effectivement, de faire ce travail d'information auprès des parents et auprès des enfants, de revenir sur l'essentiel qu'a dit Christelle. Pour protéger les enfants d'attaques qui seraient faites à leur corps, il suffit, je veux dire, il suffit, entre guillemets, de leur dire de façon très ferme ton corps t'appartient et personne n'a le droit de toucher un endroit que tu n'as pas envie qu'on te touche. Si tu n'as pas envie d'aller embrasser quelqu'un, une vieille dame, qu'on te dit tiens, va embrasser la vieille dame là-bas, et ben t'y vas pas si tu n'as pas envie parce que tu peux lui dire bonjour, mais tu n'es pas obligé de l'embrasser. Donc de remettre les enfants dans un rapport à leur corps où ils écoutent ce qui se passe en eux pour trouver les bonnes limites. Et ça, c'est vraiment c'est une des premières choses à faire et c'est simple en fait. Tout ce qu'ils racontent après, on fait ça pour. Non, non, ils font pas ça pour protéger les enfants. Au contraire, c'est une ouverture à la pédocriminalité extraordinaire. Dire des enfants à qui on va dire tu pourras t'approcher d'un adulte qui pourra t'aider à découvrir le plaisir, c'est quoi? Je veux dire, c'est on rentre complètement dans la préparation à la pédocriminalité. Donc là, moi, on travaille sur différents sujets, mais je veux dire par rapport à ce qu'on a dit, c'est mettre les enfants dans un retour à eux-mêmes, à ce qu'ils ressentent, créer des espaces de parole, des boîtes, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide, des cercles de parole, enfin vraiment les remettre en position d'exprimer ce qu'ils ressentent et de trouver de l'aide avec les autres. Parce qu'on a dans cette société aussi beaucoup travaillé sur ce sujet-là, c'est-à-dire de nous isoler. Bon, on l'a vu avec le Covid, mais bien avant. Hein. On est dans des process de compétition. Tu as les bons et puis tu as les moins bons. Tu as ceux qui ont les montres Rolex et puis ceux qui n'en auront jamais. Donc, on scinde la population comme ça, et plutôt que de faire corps et de se dire on est tous ensemble. Et quand on travaille dans une classe, on dit vous êtes une équipe. D'accord? Effectivement, il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Mais on est ensemble. Et comment ensemble, on va pouvoir s'aider, s'amuser, se protéger et devenir meilleur grâce aux autres. Parce que c'est ça qu'il faut retrouver. C'est la capacité à être ensemble et puis à s'associer à la fois quand on a des problèmes, mais aussi quand on est dans la joie et quand on a envie de faire avancer des choses dans un sens qui nous rend, voilà, qui fait plaisir et qui nous fait grandir. Bon, voilà, si je peux dire, mais moi aussi, je suis révoltée par ce qui se passe, mais j'ai aussi bien conscience que ça fait bien longtemps que ça a commencé Bien et sûr, que c'est là, pour il y a ça un que je coup voulais vraiment. d'accélérateur inouï.
Ouais. Et qu'on peut se dire finalement, si on regarde le bon côté des choses, bah écoute, c'est bien parce que plus ils avancent, plus ça nous permet d'avoir aussi des arguments, de Oui, sensibiliser des gens qui commencent à dire, attends, non, mais ça, c'est plus possible, là, on peut pas. Et plutôt que de leur dire, vous êtes isolés, parce que pour les parents, c'est la même chose. Vous êtes isolés dans votre coin, puis vous supportez ce que vous dit la directrice, parce que la directrice, c'est elle qui a l'autorité. Bah, je veux dire, si beaucoup de parents disent à un moment donné stop, le truc s'arrête. bien Si sûr. nous, en tant que citoyens, on est nombreux à dire stop, ça Oui. s'arrête. Ils n'ont le pouvoir que celui qu'on leur donne. Ouais, et donc, plus on va justement se mettre ensemble, s'associer, faire corps, bah, plus on aura le pouvoir d'avancer. Et c'est ça qu'il faut faire et qu'il faut créer dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, on est capable ensemble de faire quelque chose pour agir sur notre environnement, mais pour les adultes, bah, c'est vrai que c'est pas non plus une histoire aujourd'hui qui est gagnée, quoi, parce que les adultes d'aujourd'hui ont été formés à l'école d'avant, et l'école d'avant, c'était aussi la soumission à l'autorité. Et C'est après, tu sûr. te soumets à ton patron, puis après, tu te soumets au gouvernement, puis après, tu te soumets tout le temps parce que on te dit, bah, toi, tu sais pas, on va penser à ta place. C'est pour ça que je disais qu'il fallait remonter. Juste un petit mot très rapide. Samuel, c'est quand même il est en seconde. Bah là, cette semaine, il est venu me voir, il me dit maman, j'en peux plus de la prof d'italien. Bah, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit bah voilà, bah, elle nous a expliqué qu'en fait la famille traditionnelle n'existait plus, donc il fallait plus dire C'est famille incroyable. traditionnelle, il faut dire maintenant famille moderne. Voilà, ils n'ont plus le droit de dire famille traditionnelle. Il faut dire famille moderne. Et tous les dessins, en fait, les fameuses photocopies qu'on leur a données, ce n'étaient que des couples homosexuels. Ouais, Samuel m'a dit, voilà, il dit, j'avais même plus envie d'apprendre. Voilà, il dit, et ça, c'est insupportable, en fait. Voilà, donc un petit, parce que je pense qu'il faut vraiment parler, il faut dire ce qui se passe. Donc, on a des enfants tous d'âges différents. Je pense vraiment que c'est important d'avoir ces témoignages. Il faut y aller et puis voilà, après on remontera, mais juste à cette Mhm. pétition de 1977 où voilà, ils voulaient que la pédophilie, par leur pétition mineure majeure, on a bien compris où ils voulaient en venir. Là, je fais rapide, mais bon, j'avais fait tout un développement là-dessus. Enfin, je veux dire, voilà, ça remonte pas à Ah, hier, mais ça a été fait consciemment, doucement et au fur et à mesure. Voilà. Donc, Mais tu vois, là aussi, Déborah, quand tu dis ça, je veux dire, les parents de la classe, je veux dire, c'est important qu'ils aient l'information et que leur posent la question en leur disant, vous trouvez normal on aborde ce sujet et qu'on touche l'intimité de vos enfants, de vos absolument. valeurs. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et si les parents trouvent que c'est pas normal, eh bien, si tu veux, ils font une pétition, ils portent plainte, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oui, Parce que sinon, tu vois, même si on est à se dire, bon, bah oui, c'est pas normal, bon, je le dis à mon fils, parce qu'évidemment, je le dis à mon fils, lui, il sait oui, déjà comment tu es. Mais il y a quelque chose qui doit prendre en dehors, tu vois, il y a quelque chose qu'on doit faire passer pour qu'il y ait justement un corps qui se fasse, qui fait qu'on va porter plainte si vous oui, continuez. oui. Faites de l'italien, ne faites pas je veux dire, de la propagande sur la manière dont on doit vivre en famille. Alors, Ça doit pas s'apprendre à l'école, tu vois. on est d'accord, donc ça doit se diffuser. Après, ce qui est compliqué, ce que m'expliquait Samuel, c'est qu'il me dit sur une classe de 36, en fait, on est 3 à réfléchir. Enfin, sans prétention. C'est-à-dire à réfléchir autrement pour aller plus loin dans le Oui, réfléchir propos. Ils sont 3 à penser différemment de toute la tendance de la classe qui, quand même, on voit, sont vraiment sur un modèle de la doxa, quoi. Hein. Donc, c'est pas simple, hein, quand même, hein, mais je suis d'accord. Ce Faut sont des combats qui ah, valent la peine d'être menés. oui, oui, je suis d'accord. Même si Ah, c'est, on est tous d'accord là. Je pense que oui, oui. bon, On est vu ce que fatigués vous avez aussi, on fait, est tous fatigués, mais je crois qu'il faut qu'on tienne le choc parce en tout cas, il que, faut pas voilà, pour lâcher nos maintenant, enfants, hein, il faut pas c'est sûr. lâcher. Non, 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 c'est normal, de fatiguer quand on mène de tels combats en ayant encore, ses enfants à la maison et une éducation. Christelle, oui, Mm, donc mm. on va te dire au revoir. Tu es Oui. d'accord, tu es d'accord alors pour revenir le mois prochain? Ah, Ah, on t'entend plus, Christelle. on t'entend. Vous m'entendez? Oui, ça y Ouais. est. Avec joie, je vous disais avec joie pour une prochaine, mais là je dois vous quitter Pas de parce que souci. j'ai mes obligations de maman qui Ah, m'attendent. un grand Non, mais merci, moi, un ouais. grand Merci. merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup, hein, Christelle. Merci à vous. À Merci, bientôt. À bientôt. au revoir. Au Salut, revoir. Au revoir. Christelle.
Alors, Comme je moi, sais que... je vais pas tarder parce Ah que bah, c'est pareil. J'avais compté 15 minutes au début. Hein, Ouais. tu m'avais oui, dit que ce ah, sera oui, oui, 15 c'est pour minutes. ça, Alors, je sais, non, non, ça Moi, va c'est être... moi, pareil, j'ai pas mal débordé là. François aussi, il a débordé, et puis Aude aussi, je pense aussi. Ouais. Donc, merci, hein. Et C'est... juste avant de partir, oui, pour mettre un dernier mot là, effectivement, donc on peut se questionner sur pourquoi cette déconstruction, mais ça, on fera une autre émission parce qu'il me Oui, faudra beaucoup voilà, c'est ce de que je temps disais. pour, voilà. Et après, il y a autre chose, puisqu'on a abordé la question de la pédocriminalité. Effectivement, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que pour évaluer, on va dire, certains critères du consentement, on s'en réfère à la capacité de discernement de l'enfant Hmm. dans la notion de consentement. Et cette notion-là, elle est très importante parce que tout à l'heure, on s'interrogeait sur l'utilité de voir telle ou telle pratique sexuelle. En fait, il n'y a pas d'utilité. Par contre, il y a une conséquence. La conséquence, c'est que l'enfant, quand un adulte va venir lui parler de fellation ou de sodomie ou d'autres choses, on ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant. Il a appris ça à l'école. Ça, ça va Hmm. impacter fondamentalement la notion de consentement. Alors déjà que la notion de consentement, elle a été quand même pas mal ébranlée par la jurisprudence. Aujourd'hui, on a des jurisprudences à 11 ans. Hein. Donc, il faut vraiment avoir en tête que le fait de faire de toutes ces pratiques sexuelles une composante d'un programme scolaire, ça fait qu'on apprend aux enfants ce que c'est et que derrière, bah, il y a plus l'effet de surprise, il n'y a plus la Hmm. notion de fragilité, il y a plus tout ça. On Voilà. banalise. La question, Ouais. la question c'est où on met le curseur. Voilà. Et si on parle d'enfants de plus âgés, on va dire de 13-14 ans, ça n'empêche pas. Avant la pédophilie, il y a ce qu'on appelle l'éphébo-philie. Hein? Mais après, petit à petit, la frontière, elle recule comme ça. Et puis après, on recule dans l'âge. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et là-dessus, il faut être très méfiant. Voilà. Et ça, ce sera mon mot de la fin. Mais là, Oui, je suis désolé, mais je dois vraiment non, non, vous non, non, quitter. pas de souci, François. Et puis à ce moment-là, justement, ça sera intéressant de partir là-dessus le mois prochain. Parce que vraiment, je pense que c'est tellement indispensable. Il faut qu'on serre les coudes et qu'on continue, même si on peut s'accorder qu'une heure chaque mois, mais il faut y aller, quoi. Il faut que les gens, nos auditeurs, nos petits fans, ils entendent, que après répètent. Enfin, il n'y a que comme ça qu'on y Oui, c'est important arrivera. de sensibiliser les gens là-dessus, Oui, effectivement. Ouais. ouais, je Parce que pense. comme ça a été souligné tout à l'heure, il y a trop de gens qui n'ont même pas l'information, je veux dire. On en est à Moi, ce stade. oui, On n'en est même pas au stade de réfléchir sur ouais. l'information, on en est Ah au bah stade de non, ne pas non, non, avoir non, 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 l'information. non. Carrément. Et dans des gens même plus connus, je dis qu'une chose aux gens qui m'entendent, je veux dire, à un moment donné, quand on est plus connu et qu'on se dit avoir des principes et aller, par exemple, dans l'émission Mainstream de Morandini, qui lui-même a été condamné, voilà, pour pédophilie, bah, je veux dire, à un moment donné, il y a un problème, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui m'avaient l'air très bien et que j'estimais, que j'ai vu aller dans cette émission, bah moi là je comprends pas parce que à un moment donné, moi si Cohn-Bendit demain m'appelle pour me donner une interview, je vais lui plaisanter, j'espère quoi en fait. Voilà, donc à un moment donné, je crois qu'il faut retrouver ces valeurs, cette conscience. Enfin, je veux dire, il faut ramener à ces choses qu'on a perdues, qui me semblent indispensables. Bon, c'est mon petit coup de gueule, je dis, j'y peux rien, c'est plus fort que moi, parce que ça m'agace, voilà. Et puis, bah, je l'avais dit en début d'émission avec toi, François, moi, j'aime bien donner des choses à lire ou des DVD, enfin des films à voir, citer des œuvres. Juste le Cercle des poètes disparus. Je dis ça à mes petits fans, allez le voir ou allez le revoir parce que voilà, pour moi, voilà, ça c'est un film formidable sur l'éducation et sur les profs qu'on aimerait. Alors, il y a un livre aussi que je trouve très intéressant. Alors, on pourra Voilà, comme peut-être ça, en parler chacun plus son tard. tour, on en donne un et puis comme ça. Ouais. Ouais. Un livre sur la violence éducative. Et en fait, il y a Olivier Morel qui a écrit un livre, Le trou noir des sciences humaines, et qui montre que l'origine de la plupart des violences se trouve dans la famille.
et qu'il y a un trou noir des sciences humaines, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont commencé à élaborer le sujet sur les origines de la violence, et il y il y a peut-être 4 auteurs sur 50 qui parlent des origines de la violence au sein de la famille, parce que ça, il faut pas en parler, quoi. Et ça aussi, c'est un vrai sujet, hein. Ouais, absolument, absolument. Aude, une œuvre à nous. Je crois que tous les livres qui critiquent le système éducatif, moi j'aime beaucoup l'ouvrage de Marc Lebris, Et vos enfants ne sauront pas lire ni compter, parce que c'est un ouvrage qui a 20 ans et en effet, là, c'est ce qu'on voit tout à fait, les enfants ne savent ni lire Oui. ni compter et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce livre, c'est que Marc Lebris, c'était a priori un instituteur moderne qui était convaincu par les nouvelles pédagogies et qui a fait son mea culpa dans ce livre parce qu'il s'est rendu compte qu'en effet, l'instituteur à côté de sa classe, qui était un vieil instit avec sa blouse grise, il avait de bien meilleurs résultats que lui, le jeune, avec les nouvelles méthodes à la mode. Et donc, voilà, il a compris. Il a Ah ben, compris et c'est très intéressant. on Voilà. remettra le livre pour que Marc tout le monde le Lebris. puisse. Ouais. Très bien. Et toi, François, on finit par toi. Qu'est-ce que tu nous conseillerais à nous et aux petits auditeurs? Mon dernier captionnel, il y a tout un passage On sur l'a dit en l'école. début d'émission, on Mais, les a proposés les trois. non, mais sinon plus basique. Pour moi, la référence absolue, c'est 1984. Pourquoi? Parce que le système scolaire n'est que le reflet de l'ambition politique, là. Il faut, si on regarde un petit peu plus loin, aujourd'hui, on nage en plein ministère de la vérité. On est dans 1984. On est dans la manipulation mentale, dans la novlangue, donc dans la cuisine industrielle des mots, des concepts. C'est-à-dire que si tout à l'heure on parlait d'extrême droite, par exemple, mais ça marche aussi avec le mot complotiste, c'est-à-dire qu'on met tout le monde dans le même sac. C'est un mot qui suffit en fait à cristalliser la situation, puis on n'en parle plus. Hop, ça y est, c'est figé. C'est très binaire, en fait. On est dans un monde très binaire, extrêmement binaire. C'est ou tout noir ou tout blanc. Ça, c'est juste effrayant. C'est juste effrayant parce que c'est très totalisant finalement comme vision. Et du coup, pour moi, voilà, 1984 quelque part reste la référence pour nous alerter sur ce type de danger. Après, moi, le livre que j'ai écrit va plus loin parce que plus moderne. Mais déjà, pour quelqu'un qui l'a écrit en 48, c'est phénoménal, quoi. C'est déjà Voilà. énorme. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je suis désolé, je dois vraiment vous laisser. Oui, moi. Nous aussi, Moi aussi. On va tous se dire au revoir. On se laisse. Je Au vous remercie revoir. encore. Bonne Merci, soirée. c'était Au formidable. revoir. Merci. Allez, merci. Merci Déborah. À Merci. très Bonne bientôt. À la soirée. prochaine. Au revoir. Au revoir À la tout le monde. Merci. Au revoir. Un petit curieux, rêveur et volontaire nous entraîne dans une aventure passionnante sur l'émotion de la joie avec du rire, des larmes, de la couleur et des émotions. Ce livre, plein de charme, nous offre tout cela en brassées généreuses et fraîches. Plus qu'un livre, c'est un soin, ancré dans la spiritualité, qui fait du bien et dont le souvenir ne nous quitte plus. Lu et approuvé par des parents et des enfants de tout âge. Une histoire qui fait voyager dans un monde enchanté peuplé de personnages attachants d'animaux fantastiques, à lire absolument si tu as envie de t'évader et de sourire. Magali Bianco, professeure des écoles. C'était une lecture très inspirante et j'ai beaucoup aimé que cette lecture inspire de nombreux enfants et leurs parents pour un monde meilleur. Docteur Corinne Dumas, pédiatre.